Bonjour, je suis Florine Galéron, journaliste à la Tribune, et pour cette nouvelle séquence du Paris Air Forum, nous allons parler avions hybrides électriques, avions électriques, et se poser cette question, est-ce que cette nouvelle génération d'avions peut être le futur de l'aviation régionale? On le sait, l'électrique, ça va être compliqué pour les longs courriers, mais de vraies opportunités se dégagent sur des distances plus courtes. Et ces dernières années, beaucoup de projets ont émergé, aussi bien chez les acteurs historiques que chez de nouveaux entrants, où on va le voir, l'électrique vient remplacer le kérosène pendant certaines phases de vol. Pour en parler, j'ai 5 invités à mes côtés. Jérémy Caussade, président et cofondateur d'Aura Aero. Daniel Cuchet, directeur technique et Head of Design Organization d'ATR. Olivier Delbucchia, cofondateur d'Aéro Décarbo, Florent Nirlich, directeur technique et innovation de Safran Electrical and Power, et enfin Stéphane Viala, directeur de l'ingénierie et des programmes au sein d'Ascendance Flight Technologies. Alors pour commencer, je me tourne d'abord vers Jérémy Caussade. On le rappelle, Aura Aero, c'est un nouveau constructeur d'avions toulousain qui a développé dans un premier temps une gamme d'avions biplace thermiques. D'ailleurs, dans quelques jours, devrait voler votre premier biplace électrique Intégral I. Et ce dernier va vous aider à concevoir un projet encore plus ambitieux qui est ERA, un avion de transport régional hybride de 19 places. Alors, peut-être sur ERA, expliquer à ceux qui ne connaissent pas dans les détails votre projet, sur quelle ligne il pourrait voler en France et à l'étranger. Merci pour l'invitation. Le cas le plus simple, c'est un cas concret sur lequel on travaille à l'heure actuellement. On a un projet avec un client de lancement qui s'appelle TwinJet, avec 2 aéroports que sont Toulouse et Marseille, avec le fournisseur d'électricité qui est EDF et avec Aura. On se met tous ensemble pour préparer les premières mises en service de ces avions-là, puisque TwinJet est notre client de lancement. Donc typiquement les lignes Toulouse-Marseille, et de façon générale toutes les transversales, là où les moyens sols sont pas très bons, voire inexistants. C'est un peu le désenclavement territorial et la connectivité. Les avions régionaux, ça sert à ça, que ce soit en 19 places ou en avion type ATR. On partage un peu la même typologie de mission en termes de range. Oui, donc ça vient pas, il n'y a pas de concurrence avec le train, etc. Non, je pense que la concurrence avec le train, il n'y a qu'en France qu'on peut se poser la question. Au niveau européen, on ne la voit pas. Et au niveau mondial, ça n'arrive jamais, strictement jamais, qu'il y ait de compétition directe entre nos avions régionaux, les avions régionaux, et les infrastructures sol. Là où du transport de masse avec des lignes existantes sont déjà là, un avion 19 places, ça n'a pas vraiment sa place. Ce n'est pas là où il est bon. Donc, D'accord. Alors, au niveau d'ATR, du coup, Daniel Cuchet, donc, vous dominez le marché des turbopropulseurs régionaux et vous avez annoncé une nouvelle génération d'aéronefs d'ici 2030 avec une partie d'hybridation. Le programme, il s'appelle ATR Evo. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Bonjour à tous. Oui, l'ATR Evo alors, est basé sur l'ATR actuel. Qu'est-ce qu'un ATR? Déjà, c'est un avion d'à peu près 72 places. 23 tonnes. Et il faut rappeler que c'est le leader du marché turboprop, qu'il est déjà très frugal en consommation, parce que justement, c'est un turboprop. Et je crois qu'il faut rappeler 2 choses, c'est-à-dire qu'on est là d'abord pour faire de la connectivité. Au-delà de vendre des avions, c'est de la connectivité. On ne pense pas souvent ça en France et en Europe, mais en Asie-Pacifique, l'ATR sert beaucoup à relier des gens entre eux, à permettre à des gens d'être reliés à un hôpital, un peu ce que tu disais, Jérémy. Donc ça, c'est notre métier premier. Ensuite, on veut être encore meilleur avec l'ATR Evo. Le concept de base a été de dire, est-ce qu'on peut voler avec des batteries seules sur un ATR? La réponse a été rapidement non. Il faut avoir en tête que sur une machine comme un ATR actuel, qui est déjà très frugale, on a une puissance d'environ 4 MW. 4 MW en pointe, donc 4 MW électriques en équivalent. Ça représente beaucoup d'électricité. Il faut savoir qu'un réacteur, pour donner un ordre de grandeur, un réacteur nucléaire, c'est 1 gigawatt. Donc quand on démarre un ATR, et je ne parle pas des plus grosses machines, c'est 3-4% en équivalent puissance électrique. Donc en batterie, ça ne fonctionne pas. Le point batterie a été écarté rapidement. Le point hydrogène, oui, pourquoi pas, mais là, c'est du plus long terme. Donc, on en est venu très rapidement à une solution hybride électrique, donc un apport de puissance par batterie,
un petit bloc de batterie, entre guillemets, qui permet dans des phases de vol d'aider le moteur thermique et donc de réduire en fait la taille du moteur thermique. Voilà le concept de l'ATR Evo. On veut aussi garder de la versatilité, c'est-à-dire que beaucoup de nos clients n'auront pas accès un jour, et ça c'est même dans le long terme, à de l'hydrogène ou des grosses puissances électriques. On est très implanté en Asie-Pacifique, et en Asie-Pacifique, vous imaginez que l'hydrogène n'y sera pas tout de suite. Voilà. Et après, je crois que cet avion, ça permet aussi des coûts de maintenance réduits, c'est ça? Oui, on a deux gros piliers qui sont la réduction de consommation et donc la réduction de CO2, d'émissions de CO2. Et le deuxième point qui est très important, et ça aussi c'est pour tous nos clients dans le monde entier, c'est de réduire les coûts de maintenance parce qu'on veut aussi encore améliorer notre ATR, qui est déjà très très bon et très, très clé en main, mais on souhaite encore l'améliorer. Et alors, Stéphane Viala, Ascendance Flight Technology, on en a beaucoup parlé au dernier salon du Bourget pour toutes les précommandes que vous avez eues sur votre Vitol, du coup ATA. Mais ce qu'on sait moins, c'est que vous avez développé aussi Sterna, un système de propulsion hybride, et vous aviez aussi signé l'an dernier un accord avec ATR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça? Alors l'accord, c'était avec Daher qu'on a signé. Ah oui, avec Daher, oui. J'ai écrit Daher en plus, mais j'ai lu ATR. Voilà, donc oui, effectivement, donc en fait, ATA, qui est un avion hybride à décollage vertical et conventionnel, nous a permis de développer une technologie et de la démontrer sur des bancs. C'est-à-dire qu'on a pu avoir à l'échelle 1 développer tout le système de management de l'énergie à bord de notre avion, qui en fait a été développé de manière à être complètement adaptable à d'autres plateformes, et en particulier des plateformes qui existent déjà, de la taille des avions qu'on peut avoir aujourd'hui qui volent, comme des Daher, des Caravanes et tout ce genre d'avions. Donc le principe est exactement le principe qu'a expliqué Daniel, c'est-à-dire qu'on doit réduire la taille du moteur, et notre système donc, est basé sur 3 éléments clés. L'hybride operating system qui manage l'énergie de manière dynamique, donc très peu d'adhérence à tout ce qui est flight management system puisque ça dépend de la demande, et quand il n'y a plus de demande, on recharge les batteries. Donc cet hybride operating system est robuste aussi à la panne. Après, on a un cœur électrique qui distribue du 800 volts. Ce cœur électrique doit pouvoir se reconfigurer, doit être robuste à la panne simple. Et enfin, les batteries qui viennent stocker et qui eux aussi doivent respecter un certain nombre de réglementations. Donc en fait, ce sont ces 3 éléments-là que l'on va rétrofiter sur des avions existants pour pouvoir réduire la consommation et donc s'offrir la possibilité, puisqu'on est agnostique aussi bien à l'architecture de l'avion lui-même, mais également de la source d'énergie complémentaire. Donc quand l'hydrogène sera prêt, ça pourrait être de l'hydrogène. Le principe de base, c'est de réduire la consommation. Donc on sait que le SAF va être beaucoup plus cher. Donc en réduisant la consommation, on ouvre le champ des possibles pour pouvoir aller voler avec du SAF, puisque la consommation, la réduction va dépendre un peu de l'avion. On est entre 10 et 45% de réduction suivant les avions. Donc au niveau de Safran Electrical and Power, Florent Nierlich, vous êtes aussi en train de développer un nouveau moteur, Engenius, du coup, qui se destine à l'aviation générale. Est-ce que là aussi vous pouvez nous le présenter brièvement? Oui, effectivement, on développe une gamme en fait, de moteurs électriques pour propulsion électrique, donc la gamme Engenius. Alors, on pousse jusqu'à 750 kW de puissance de décollage. On commence à 100 kW avec l'Engenius 100. Donc, l'Engenius 100, typiquement, c'est un candidat potentiel au remplacement du Lycoming 360, un moteur à piston. Et puis, on a aussi une gamme Engenius XL qui permet de remplacer un PT6, par exemple, donc une petite turbine. Donc, le marché visé, c'est le marché, effectivement, de l'aviation générale, mais aussi aviation régionale. Alors Safran, effectivement, a décidé de miser sur les petites plateformes pour développer la technologie, maturer la technologie, et ensuite, c'est des technologies qu'on va retrouver sur des programmes de type RISE, où on va venir hybrider les turbomachines pour le futur des moteurs d'avion de l'aviation commerciale. Donc c'est effectivement un projet hyper stratégique pour Safran en termes de ses ambitions autour de la décarbonation.
Alors effectivement, Engenius, donc c'est une gamme de moteurs, comme je vous l'ai dit. On l'a expérimenté déjà en vol. On a commencé en 2021 à voler avec le Casio de Volta Aero. Donc on a fait le Tour de France. L'été dernier, on a démarré des essais en vol sur un monomoteur, le Diamond 40. Donc on a fait beaucoup d'essais en vol depuis. Donc les performances du moteur ont été démontrées. Donc c'est au niveau des attentes. En termes de performance, on y est. Next step, ça va être de voler avec Aura, on en a parlé, avec Ascendance, avec CAE aussi, et encore avec Volta Aero. Donc on va continuer à soutenir nos clients. Le concept de ces moteurs électriques, en fait, c'est un smart moteur. C'est en fait un concept innovant où on est venu finalement intégrer l'électronique de puissance, le convertisseur, donc ce qui permet de contrôler le couple et la vitesse du moteur. On est venu l'intégrer au packaging du moteur lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moteur avec son électronique de puissance intégrée. Donc c'est un concept hyper attractif pour le marché parce que ça permet en fait de faciliter l'intégration de ce moteur dans les plateformes, puisque finalement, vous n'avez qu'un seul ensemble à intégrer. Voilà. Alors, Olivier Delbucas, que vous inspirent toutes ces nouvelles technologies d'hybridation Merci pour l'invitation. Donc moi, je vais dire un mot. Je représente Aérodécarbo, donc je ne suis pas constructeur d'avions, contrairement à mes camarades ici. Donc nous, on s'intéresse à globalement la décarbonation du transport aérien dans les années qui arrivent et sa capacité à s'adapter dans un monde soumis à la double contrainte carbone, climat et contraction énergétique. Donc, l'aviation électrique, qui est essentiellement l'aviation régionale, voire court courrier, bon, c'est une petite partie du sujet en tout cas auquel nous on s'intéresse. En France, les émissions, si vous prenez le rapport de la DGAC, en France, les émissions du trafic intérieur, c'est moins de 1%. Donc c'est vraiment sur cette partie-là qu'on s'intéresse. La question qu'on se pose de manière générale à Aérodécarbo sur l'ensemble du progrès technologique, deux choses. Une chose qu'a dit Jérémy d'ailleurs, sur laquelle je rebondis, c'est l'usage. C'est-à-dire que, évidemment que la technologie, à la fois la technologie bas carbone, la technologie économe en pétrole et la technologie bas carbone électrique, évidemment qu'elle est intéressante et qu'elle aura son rôle à jouer dans la décarbonation du transport aérien. La question, c'est l'usage. À quel usage est-ce que l'avion électrique court courrier régional doit-il être dédié ? Et moi, la question que je me posais avant la question du thème de la table ronde, qui est l'aviation électrique est-elle l'avenir de l'aviation régionale ? Nous, on se pose la question, quel est l'usage, quel est l'avenir de l'aviation régionale dans un monde en contraction énergétique. Donc, je suis tout à fait d'accord. Alors, je ne sais pas si on partage exactement la même vision. Sur le Marseille-Toulouse, je suis pas sûr. En revanche, je sais qu'il y a des endroits, effectivement, dans les pays en développement, où il y a des infrastructures ferroviaires qui sont peut-être pas aussi développées qu'en France et en Europe, et qui aspirent à un développement économique, Sans doute que à cet endroit-là, l'aviation court courrier décarbonée, alors électrique, hydrogène, mais a un rôle plein à jouer. Notre inquiétude, c'est jusqu'à présent, il n'y a aucune innovation technologique qui n'a pas eu d'effet rebond, c'est-à-dire qui ne génère pas un usage qui n'est pas juste un usage de remplacement d'un avion à kérosène, mais qui génère un nouvel usage. Je prends par exemple mon camarade, excusez-moi, je vous appelle mon camarade, mais monsieur qui est du VTOL, donc ça c'est un nouvel usage. C'est un nouvel usage. L'avion, alors je ne sais pas comment on l'appelle, l'avion à décollage vertical, donc il va y avoir, je ne sais pas si c'est celui-là qu'il y a au JO, mais ça c'est un usage qui nous interroge beaucoup. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Sur ce point-là, je peux réagir, oui, quand même. Nous, on ne s'attaque pas du tout à de l'urban mobility. Là, de ce dont vous parlez, c'est de l'urban mobility parce que c'est des gens qui font de l'électrique et qui n'ont pas beaucoup de range.
Quand on parle de notre produit à nous, c'est pour remplacer les hélicoptères, en fait, parce qu'un hélicoptère n'est pas très efficace quand il doit faire des grandes distances. Et donc, en fait, nous, on va plus c'est du 400 km de range, et on remplace des hélicos, et on a un gain de CO2 de 80% avec le même usage que l'hélicoptère. Donc en fait, on n'est pas sur du nouvel usage. Et le désenclavement de régions où vous avez des obstacles naturels, vous n'avez pas trop le choix. C'est-à-dire que quand vous avez à traverser ou aller des montagnes, si vous devez aller à un endroit et que vous avez 8 heures de train parce que vous avez un obstacle ou parce que vous ne devez pas y aller en train parce qu'il n'y a pas de train, mais vous y allez peut-être des fois en vélo ou à dos d'âne, ben, y aller en 1 heure, ça va permettre d'aller faire du médical, d'aller désenclaver aussi complètement des régions. Et ce n'est pas uniquement je dirais, des nouveaux usages. C'est-à-dire c'est des usages qui ont une vertu pour les gens qui y habitent. Ouais, très rapidement, indépendamment du sujet Toulouse-Marseille, mais qui est finalement un micro-détail, le sujet est d'apporter des éléments de solution de mobilité pour garder ou développer un niveau de vie décent dans des endroits où il n'y a pas vraiment le choix. Donc finalement, quand on ne dit pas vraiment le choix, si j'enlève le Toulouse-Marseille, on va parler de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, d'une bonne partie des États-Unis, finalement d'une bonne partie de l'Europe, de l'Asie-Pacifique, de tout le chapelet d'îles autour. Donc grosso modo, on parle à peu près de 80-90% du monde. Donc dans tous les cas, le sujet de l'accès à des conditions dignes, ne serait-ce que pour faire des vacations sanitaires et de la ligne vraiment de première nécessité est importante. Donc après, l'usage, c'est pas tellement à nous de le déterminer. L'effet rebond sur la gestion régionale qui est plutôt en train de mourir depuis pas mal d'années, qui est plutôt dans une phase où elle n'est pas en explosion absolue, à terre vend des avions, mais on ne parle pas non plus de... Donc effet rebond peut-être. Dans le cas de l'aviation régionale, je pense qu'il est quand même malgré tout extrêmement limité. Et dans tous les cas, notre travail est d'arriver à faire de toute façon des avions plus sobres. Et ce qui est sûr, c'est que l'aviation régionale est intéressante parce que grosso modo, même si ce n'est pas très marketing, ça va pas très vite, pas très haut, pas très loin, mais ça vole très souvent et ça fait vraiment de la continuité territoriale. Donc je pense que, évidemment, il faut toujours être vigilant hein, et de toute façon, on doit mieux voler et peut-être dans certains cas moins voler, j'en sais rien, c'est pas moi de le décider. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on charge à nous, à minima, de fournir les outils pour que les opérateurs puissent faire leur travail. Alors, je vais juste poursuivre avec vous, Jérémy Caussade. On a eu un débat sur la sémantique de la séquence hybride électrique. Vous, chez Aura Aero, maintenant, vous mettez beaucoup plus davantage en avant le côté hybride d'ERA. Pas plus qu'avant. On est peut-être moins idiot qu'avant parce qu'on a lancé le programme en 2021, donc on a beaucoup travaillé depuis, donc on a appris. Ça a remis en cause certaines certitudes, mais de façon générale, la ligne directrice n'a pas changé. Et contrairement à certains de nos compétiteurs, le concept n'a pas changé depuis le lancement. Il a évolué. Hein. On a rajouté 2 moteurs en l'occurrence, mais ça n'a pas fondamentalement changé. Le sujet finalement, il y a une brique commune qu'on a sur notre biplace et qu'on retrouve sur notre 19 places, qui est d'ailleurs une brique Safran dont on parlait, qui est la propulsion électrique, le moteur électrique. Ça, je suis convaincu que pour l'aviation régionale dans sa grande largeur, c'est une brique qui va apporter énormément de plus-value pour plein de raisons différentes. Donc c'est bien un moteur électrique qui propulse une hélice. Après, on est assez convaincu aussi, parce qu'on le voit, que le plus gros avion à l'heure actuelle tout électrique qu'on peut faire, c'est un biplace sur une mission de biplace qui est extrêmement courte. Donc vraiment une niche du biplace. Et rien de plus à date et pour encore pas mal d'années. Et c'est déjà un gros sujet de certifier un biplace tout électrique. Et l'équilibre économique de l'hybride sur un biplace n'était pas super évident, donc l'électrique fait sens. Mais ceci dit, on se retrouve à faire des appels d'offres avec des offres pour nos clients qui sont des offres hybrides. Des avions thermiques d'un côté et des avions électriques de l'autre pour toutes les missions possibles de faire à l'heure actuelle avec de l'électrique. Et au fur et à mesure, avec l'évolution des technologies, on devrait diminuer de plus en plus les missions thermiques pour se retrouver à un moment donné avec la totalité du périmètre qu'on peut couvrir sur le biplace, couvert par l'électrique. Ça, c'est un sujet. Et finalement, la complémentarité avec tout ce qui est plus gros qu'un biplace, donc en l'occurrence notre 19 places, c'est de garder la propulsion électrique, donc des hélices, des moteurs, des batteries et une régulation de l'ensemble, mais de rajouter des turbogénératrices parce que finalement, d'un côté, on a la propulsion et de l'autre, la gestion d'énergie. Et on ne peut pas gérer l'énergie qu'avec des batteries sur un avion aussi gros. Donc, finalement, ça participe du même combat de continuer à être très efficace. Et ce qui est sûr, c'est qu'on est obligé un peu tous de faire feu de tout bois. Et qu'on parle d'hybridation légère, d'hybridation lourde en fonction de la taille de l'avion, de la temporalité, on doit un peu s'y attaquer. Mais finalement, comme disait Florent, hein, on se retrouve quand même souvent à parler de 800 volts de batterie, de moteurs électriques et de turbogénératrices. Alors après, dans quel ordre on les met, ça dépend de l'avion et de la mission.
Mais in fine, on parle quand même beaucoup des mêmes sujets. Daniel Tuchet, au niveau de l'ATR Evo, quels sont les principaux challenges techniques à lever Alors, juste un rappel avant de basculer sur la partie technique. Effectivement, nous, on a à peu près 1500 avions de par le monde et leur utilisation est très variée. Mais il n'empêche que si, ne serait-ce qu'actuellement, certaines routes passaient sur de l'aviation régionale, et quelle que soit la machine, hein, petite, moyenne ou grosse, en termes d'économie, ce serait substantiel, et en termes d'émissions de CO2, ce serait aussi substantiel. Donc il y a plein de routes actuelles qui pourraient basculer dès maintenant, parce que les machines existent. Et c'est pas que l'ATR, mais globalement, ça pourrait d'ores et déjà basculer. Après, sur les challenges, bon, il est clair que sur un ATR Evo, il est nécessaire de redimensionner la turbomachine. C'est-à-dire qu'on redémarre sur une étape de redimensionnement, redesign de la turbomachine. Ça, c'est nécessaire pour avoir encore de meilleurs rendements. Même si on a sorti il y a à peu près 2 ans une version du moteur Pratt qui s'appelle le XT, qui fait une réduction entre 3 et 5%, ce qui est déjà beaucoup sur un moteur actuel. Donc là, on est parti dans une phase de redesign de la turbomachine et on y associe un moteur électrique alimenté par des batteries. Je passe les convertisseurs dont Jérémy a parlé, il en a déjà parlé, effectivement l'ordre importe peu, mais globalement c'est ça le concept. Les challenges, c'est très clair, c'est redesigner une turbomachine qui est encore plus efficace, améliorer l'avion, installer tout cet ensemble dans un avion existant. Et je reconnais que pour mes collègues de droite, repartir de la page blanche avec des nouvelles règles de certification qui n'existent pas ou sont en prémisse, c'est très compliqué. Et même pour un ATR, de basculer sur ce modèle Evo, c'est un gros challenge. Donc challenge technique, challenge de certification, et ensuite challenge pour la partie maintenance qui doit être très optimisée. Florent Nierlich, peut-être sur les défis techniques sur le moteur. Alors effectivement, sur le moteur, les défis techniques sont grands. Bon, le plus grand, ça a été le management thermique de ce moteur. C'est notamment pour la gamme 100 kW là, qui va démarrer sur les traîneurs aircraft électriques. On est sur du refroidissement à air, donc juste de l'air en fait qui est propulsé par le propeller. Donc c'est un système hyper efficace, très fiable. Par contre, il y a d'énormes challenges pour manager les pertes thermiques dans le moteur. C'est des moteurs électriques, même s'ils ont très très bon rendement, 94-95%, vous avez quand même 5 kW de pertes à évacuer. 5 kW, c'est la puissance de chauffage d'un petit appartement à évacuer dans un volume qui est très petit. Donc il a fallu effectivement développer des nouvelles technologies, utiliser des matériaux avancés pour optimiser la thermique. Un petit énorme travail qui a été fait, ça a été un gros défi. Gros défi aussi en termes de modélisation. Aujourd'hui, on a créé des jumeaux numériques, donc tous nos moteurs électriques, tous les serial numbers, finalement, ont leurs jumeaux numériques. C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui est associé au part number, et donc on peut suivre l'évolution de nos moteurs électriques pendant les essais, pendant le service. On pourra prédire la maintenance de ces moteurs électriques. Donc effectivement, la thermique, ça a été le grand défi de ce développement. Bon, il y a la tension, on a beaucoup parlé aussi de 800 volts, c'est des tensions qui sont hyper élevées. Bon, dans l'aéronautique, aujourd'hui, on manipule 115 volts, 230 volts. Bon, une fois redressé, on est à 540 aujourd'hui sur l'aviation commerciale, 540 volts d'essai. Là, on manipule 800 volts. Donc 800 volts, c'est effectivement des tensions avec l'altitude qui peuvent provoquer des dégâts sur le système d'isolation, des usures prématurées qui peuvent conduire à des courts-circuits. Donc effectivement, c'est des phénomènes qu'il faut apprendre à gérer, qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup d'essais derrière et il y a des designs robustes qui sont proposés pour effectivement être certain qu'on saura opérer de façon fiable en altitude à ces tensions élevées. Et aujourd'hui, on est plutôt confiant. Après plusieurs années de développement, sur les performances thermiques, sur les performances de fiabilité de nos moteurs à haute tension, on est plutôt confiant. Stéphane Vialem, vous me disiez que le passage aux 800 volts aussi, vous changez les composants, enfin vous faites appel à de nouveaux composants issus de l'automobile aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est pas comme ça vient d'être dit, des composants électroniques qui distribuent du 800 volts, ça n'existe pas forcément.
Quand vous prenez, alors là, sur le moteur Engenius, effectivement, les convertisseurs sont intégrés, mais aujourd'hui, si vous cherchez un convertisseur efficace, il n'y a pas plus efficace qu'un convertisseur qui vient de l'automobile, en particulier de la Formule 1. Sur des composants comme des relais ou de la reconfiguration, donc c'est des composants ou des fusibles sur du 800 volts, vous le trouvez aussi dans l'automobile et pas forcément qualifié pour l'aéronautique. Si vous cherchez des pompes pour refroidir, parce qu'il y a des boucles fluides, parce que certains moteurs sont refroidis à l'eau et des convertisseurs également, là vous allez aussi sur de l'automobile. Et justement, on a discuté beaucoup avec le HASA et le HASA vient de sortir un papier pour montrer un petit peu les corrélations qu'il y a entre les normes automobiles et les normes aéronautiques. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire parce que effectivement, l'utilisation et les extra-qualifications qui doivent être faites sur ces pièces qui sont critiques pour l'aéronautique, il faut le travailler. Et le HASA en est pleinement conscient. Et je pense que là, il y a une prise de conscience qui a été faite et qui va aller dans cette direction-là. Mais il faut qu'on continue tous à pousser dans cette direction-là. Olivier Dalu, sur le côté un peu technique, et vous avez publié un rapport qui s'appelle Pouvoir voler en 2050. C'est des choses que vous avez regardées Alors, pas vraiment, parce que l'esprit du rapport Pouvoir voler en 2050, ce n'est absolument pas de challenger les constructeurs de manière générale sur la technique. C'est plutôt, au contraire, de leur faire confiance, même d'aller plus loin. Et de mettre tout ça dans un scénario et de regarder ce que ça donne en termes d'émissions. Donc moi, notre particularité chez Aérodécarbo, c'est qu'on adore les avions. Donc moi, je suis absolument passionné de tout ce que j'entends ici. Par contre, on a une inquiétude, donc on a parlé de ça, c'est comment... l'inquiétude principale aujourd'hui autour de l'aviation électrique, c'est l'électricité. Est-ce qu'on aura assez d'électricité, pour quand, etc. Il y a et de manière générale, sur l'aviation, l'axe principal de décarbonation, qui est dans les SAF, l'hydrogène et l'aviation électrique pour petite partie, donc va faire un appel d'électricité gigantesque. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport de l'Académie de l'air et de l'espace, mais il y a aussi quelque chose dans Pouvoir voler en 2050, à des niveaux de croissance équivalents, bien que là, d'après l'IATA, on est en train de tout exploser au niveau de la croissance du trafic. Au niveau européen, il devrait y avoir un appel, si on est sur des technologies SAF, électriques, etc., quelque chose comme 650 TWh. Au niveau Europe. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, 650 TWh. La production électrique française globale de la France annuelle, c'est de l'ordre de 500. Donc 650 TWh, ça veut dire qu'il faut produire un peu plus que ce que produit la France aujourd'hui avec toutes ses centrales, etc., uniquement pour faire voler les avions. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Et ça veut dire surtout que, vu que, évidemment, le secteur aérien ne sera pas le seul à faire appel à de l'électricité décarbonée pour décarboner son activité, ça veut dire que si on accepte le risque que peut-être qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, à un moment, il va y avoir des risques d'arbitrage. Et l'aérien, et en particulier l'aérien électrique, peut se retrouver face à ce risque d'arbitrage et y aura-t-il suffisamment de capacité électrique bas carbone, j'entends, parce que pour que l'avion électrique fasse son œuvre de décarbonation, il vaut mieux que l'électricité soit bas carbone. Donc il y a ce risque-là. Voilà. Après, je pense que l'avion électrique a son rôle à jouer. Mais c'est pas, il y a un ensemble de solutions à regarder. Je voudrais réagir à ce que tu as dit. En termes d'aérien, pour l'Europe peut-être, alors il faut savoir qu'actuellement on utilise un carburant, le Jet A1, qui est basé, comme vous le savez, à base de pétrole, qui, comme le dirait Jean-Marc Jancovici, en gros ne coûte rien. C'est-à-dire qu'il a été produit par la planète et qu'en gros on n'est pas conscient de l'énergie que ça représente. Donc en gros l'énergie on ne la paye pas, à part l'extraction, mais bon, allez, c'est $1 du litre, mais ça ne représente pas vraiment ce que ça a coûté. Donc en fait, on se rend compte que oui, ça sera peut-être 650 TWh. Le problème, c'est qu'actuellement, on se rend compte de rien. C'est comme si on extrait quelque chose qui est quasi gratuit, qui a été fait par d'autres.
Et puis, en fait, on essaie de remplacer. Donc, oui, évidemment, à un moment, ça arrive et on se dit, c'est énorme. Mais en fait, on l'a déjà, en fait. Et je pense qu'il faut aussi relativiser la partie avion électrique. Dans la plupart des solutions, c'est électrique, mais c'est d'abord hybride. Et oui, il y a besoin d'énergie, mais de toute façon, cette énergie, on en a besoin. Après, le nombre de machines dont on parle, et là, je vais parler dans le régional. Je ne sais pas si l'étude fait régional ou on va dire marché long courrier. Mais on parle de quelques centaines, milliers de machines qui ne représentent pas, à mon avis, par rapport à, par exemple, le transport terrestre. Alors, je ne veux pas minimiser, hein, on a aussi notre devoir à faire, hein, mais simplement, en termes de quantité d'énergie, je pense qu'on est infinitésimal. Il faut le prévoir, et c'est très important, mais je pense qu'il faut aussi redonner les bons ordres de grandeur que actuellement le pétrole, il a été fait par d'autres, et franchement... Bien sûr. Je veux juste dire par là que ça correspond à un risque, en fait. Bien C'est sûr. pas un Non, risque c'est d'adaptation. J'entends pas un risque c'est à un moment, les appels d'électricité, les appels d'énergie, il va falloir Bien sûr. les arbitrer probablement. En deux mots, si je peux. En fait, finalement, derrière ce sujet de décarbonation du transport aérien ou des transports tout court, c'est un sujet de révolution énergétique. Donc, dans tous les cas, je pense que le fait de se dire comment on peut arriver à consommer moins d'énergie pour mener à bien la même mission est déjà un sujet en tant que tel. Et in fine, qu'on parle d'électricité pure, de SAF, qui finalement finit toujours par de l'électricité, ou d'hydrogène, qui a priori ne se trouve pas naturellement, donc on retombe encore et toujours sur l'électricité. Je pense que se poser enfin la question des rendements globaux, de la génération d'électricité jusqu'à la consommation au niveau de l'avion, reste une voie dans tous les cas qui doit être menée. Et après, évidemment, l'origine de l'énergie est un sujet qui est évidemment crucial aussi. Donc, je pense que pour la première fois, la bonne nouvelle de tout ça, c'est que pour la première fois dans des grands développements avions, comme pour le reste de la mobilité, on doit dans le même temps se poser la question des analyses de cycle de vie complète, d'une part, et d'autre part, des rendements de la chaîne complète. Ce qui, à notre connaissance, n'a jamais été le cas, parce qu'on était dans une économie carbonée, parce qu'on avait du carburant et ça servait à faire plein de choses. Bon, maintenant, on a grosso modo jusqu'à 2050 pour passer net zéro, super. Et donc, il faut utiliser tout ce qu'on a. Mais le sujet, je pense qu'il ne faut pas l'utiliser comme un très bon prétexte pour ne pas le faire. Parce que ça peut être utilisé comme ça, en disant, bon, attendez, c'est pas net zéro parce que c'est l'hybride, ça consomme de l'électricité, si ça vient pas d'un panneau solaire ou d'une éolienne, c'est caca. Voilà, donc je pense qu'il faut d'un côté que les gens se posent la question de comment on doit transporter, comment on peut voler mieux et comment on peut surtout se déplacer mieux, et de la multimodalité, ce qui est très rarement abordé. Je trouve que c'est quand même plus intéressant que les opposés. Voilà. Et nous, de notre côté avionneur, finalement, le temps que ces sujets soient abordés, charge à nous de sortir des avions qui poussent le plus loin possible, le plus tôt possible, l'ultra-sobriété et l'utilisation de moyens, au passage, de souveraineté, puisque l'électricité, le bon côté de ça, c'est qu'on peut le produire nous-mêmes. Oui. Le carburant, ça posait de problèmes à personne, mais à part quelques puits de pétrole à Biscarrosse, on n'en a quand même pas beaucoup en France. Après, il nous reste quelques minutes. Il y a un dernier thème que je voulais aborder, c'est la question de la certification. Stéphane Viala, vous me disiez que voilà, même pour les autorités, c'est un nouveau sujet. Ils découvrent aussi vos technologies. Oui, tout à fait. L'autorité découvre beaucoup de choses, découvre des nouvelles sources d'énergie, des nouvelles architectures. C'est-à-dire que quand on arrive avec une architecture complètement hybride côté autorité, ils apprennent avec nous en fait quelque part, et donc tout ce qui est certification est très important, et de poser les bonnes bases de certification au fur et à mesure est un point essentiel. Donc aujourd'hui, on travaille régulièrement avec le HASA, l'autorité de certification européenne, pour pouvoir avancer et effectivement apporter, je dirais, des produits qui seront certifiés et certifiables suffisamment rapidement, puisqu'en fait, souvent, on est sur des temps longs sur la certification. Donc, on a non seulement une nouvelle technologie qui arrive, et en plus, on dit, il faut aller vite. Et ça, c'est un peu kafkaïen comme position, mais c'est ce qu'il faut qu'on arrive à pousser. Voilà. Et pour revenir sur l'aspect sobriété, c'est vrai que, ou énergie, je dirais carbone, l'hybride, c'est vraiment un enabler aux nouvelles énergies, puisque quelle que soit la nouvelle source d'énergie, que ce soit du SAF, de l'hydrogène,
La sobriété est fondamentale. Et je pense que là, on se rejoint assez tous sur ce point-là. La sobriété, c'est ce qui va permettre, c'est un enabler, comme on dit en anglais, un enabler pour les nouveaux carburants. Et il faut traiter les nouveaux avions, mais également les anciens. C'est pour ça que nous, on s'attelle aussi à pouvoir rétrofiter des avions qui existent déjà, parce qu'on a déjà une flotte colossale qui y vole. Et aujourd'hui, la seule façon de traiter ces avions, c'est le SAF. C'est-à-dire que vous avez des 10 000 beaucoup d'avions. Le SAF, c'est la seule solution pour le traiter. Mais si on peut en plus réduire la consommation en hybridant, ben c'est double point. Au niveau du coup de Safran aussi, vous êtes en plein dans le processus de certification, avec là aussi ce que vous disiez juste avant, un calendrier qui est plus condensé par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Alors tout à fait. Alors je pense qu'on est dans cette phase avec le moteur Engenius. Donc effectivement, il faut d'abord, je pense, remercier les agences et particulièrement l'EASA, parce qu'aujourd'hui c'est des organismes qui nous accompagnent dans ces efforts de certification qui sont effectivement cruciaux pour nous, cruciaux pour notre industrie, challenging parce qu'on l'a jamais fait. On connaît les règles de certification, on connaît les bases de certification pour des moteurs thermiques, pour de la propulsion, mais on l'a pas pour les moteurs électriques. Enfin, on l'avait pas. Aujourd'hui, on l'a, mais c'est 2 ans d'efforts pour effectivement redéfinir les bases, réécrire les conditions spéciales, réécrire toutes les procédures de test pour être capable de certifier un moteur électrique de propulsion. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on a fait ces 2 dernières années avec l'EASA. Donc on est soutenu, donc ça c'est un message fort. Effectivement, en ce moment on est dans la phase d'exécution des essais de certification. Donc on a commencé en début d'année. Donc on compte finir dans les mois qui viennent. Donc on est en pleine phase de certification. Donc on a 10 unités, 10 moteurs en fait qui tournent en même temps en ce moment sur différents types d'essais. Alors des essais environnementaux, on commence à mettre de la glace sur nos moteurs électriques, on commence à voir si on arrive à faire fondre la glace, on asperge avec un jet d'eau nos moteurs électriques qui fonctionnent donc sous 800 volts, donc on vérifie qu'il n'y a pas une goutte d'eau qui rentre dans le moteur. Donc c'est effectivement des tests qui sont très exigeants, qui démontrent aussi la fiabilité, puisqu'on va démontrer qu'on est capable de tenir le temps de service, aujourd'hui des 10 000 heures pour démarrer. Et puis on démontre aussi l'endurance de nos moteurs, donc être capable de fonctionner à plein régime au maximum des températures. Peut-être Daniel Cuchet sur le calendrier ATR Evo, quand est-ce qu'on pourra le voir voler Alors l'ATR Evo, on a une cible, donc d'une part de réduction de CO2 de 20%. Et donc ça demande, comme je le disais, un redesign du moteur. Donc là, on est dans les années 2030, 2032 à peu près. Donc l'horizon de développement, et c'est du temps long. Je crois que Stéphane l'a rappelé et Jérémy aussi, en disant c'est du temps long. La certification est longue, le développement est long. Néanmoins, il faut quand même rappeler qu'on a beaucoup de soutien en France, en Europe, pour investir sur ce genre de nouvelle machine qui sera encore meilleure. Et c'est pour ça que c'est important de le rappeler. C'est déjà un type de machines, de turbomachines qui sont très très bonnes. Au-delà de l'ATR, la partie turbopropulsion est efficace, très efficace, mais elle sera encore meilleure. Donc si on compare à un jet actuel sur ce qu'on appelle les jets régionaux, en gros on consomme 45% de moins et on consommera encore 20% de moins. Voilà. Merci à tous les 5. C'est vrai qu'on aurait pu continuer encore longtemps, c'était vraiment intéressant. Mais en tout cas, je vous invite tous à rejoindre l'auditorium, puisque du coup, il va y avoir la grande conclusion de l'événement. Et merci à vous pour votre participation.